Organisation des pays producteurs des pétroles africains, APO, créée sous le nom de l'APA, Association des pays producteurs donc, de pétrole africains en 1987, s'est engagée depuis 2017 dans la voie de réformes visant la viabilité et la pérennisation donc, de l'organisation. Et la dernière session, je vais dire la session extraordinaire du Conseil des ministres de l'APO, tenue donc à Abuja et jusqu'à celle du janvier 2018 tenue plutôt à Luanda. Les conseils des ministres donc de cette organisation a décidé de pouvoir opérationnaliser donc cette réforme. Alors depuis, que retenir, que dire de cette organisation dont le Congo est le pays siège? On en parle dans cette émission Presse Tribune. Autre sujet, nous parlerons de la société STPU, cette société qui a des bus communément appelés mal à l'aise, ne sont plus visibles dans les rues, dans les acteurs, j'allais dire, de Brazzaville et de Pointe-Noire. Donc 3 ans après sa mise en œuvre, cette société s'est arrêtée brutalement et aux grandes dames donc de ces agents. Alors question, que se passe-t-il à la société STPU? Eh bien quelques tentatives de précision dans cette émission avec donc Ernest Dimi, il est chroniqueur politique donc chez Le Patriote. Nous avons Alphonse Ndongo, journaliste en Jeune Afrique Économie et acteur de la société civile, monsieur Hassen, à qui j'ai dit bienvenue dans cette émission. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est donc un nouveau numéro de votre magazine Presse Tribune. On se retrouve tout de suite. De retour sur ce plateau, comme veut la règle de cette émission, on va commencer à parler des sujets d'actualité, des faits plutôt d'actualité qui ont marqué nos invités. Je commence par M. Hassen. Qu'est-ce qui vous aurait marqué comme fait d'actualité cette semaine? Bon, merci monsieur le journaliste. Comme premier fait qui a marqué l'actualité en ce qui me concerne, je pense que c'est la pénurie de carburant dans notre ville capitale. Depuis pratiquement quelques jours, on se rend compte qu'il y a difficulté de transport parce qu'il manque de carburant dans les stations. Et puis ça, c'est une question qui dérange parce que depuis des années, la même situation se répète. On a beau parler, on a beau dire. En tout cas, on vit la même chose. Donc, 1 mois, 2, 3 mois après, il y a toujours une crise du carburant. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est une question qui dérange quand on sait que dans notre pays, nous avons toute une raffinerie qui a coûté cher à l'État, qui continue de coûter cher à l'État. On estimait qu'avec les réformes qui ont été entreprises dans cette société, avec tous les fonds que le gouvernement a mis dans cette société, on ne devrait plus vivre ce genre de situation. Certes, on nous dit qu'il y a un problème du transport, parce que bon, il y a la voie ferrée qui pose problème, mais ce n'est pas aujourd'hui que cette voie a des problèmes. A des problèmes. Voilà. C'est vraiment une situation que nous continuerons à suivre. Alphonse Ndongo. Oui, je vais justement embrayer sur ce que vient de dire Arsène. C'est une situation d'autant plus que sans essence, on n'a pas des moyens de locomotion appropriés. Et donc cela peut avec des économistes, statisticiens qui, à mon avis, apprécier cette incidence. Je ne sais pas combien de gens, complémentaires, et même les usagers privés, c'est-à-dire ceux qui sont dans le secteur informel ou privé formel. Le problème, c'est peut-être répondre à la question d'Arsène. Selon mes investigations, il me semble que la situation ne relève pas absolument seulement de la CORAF, parce que la CORAF a une capacité de production qui ne lui permet pas de couvrir l'ensemble des besoins du marché congolais. Alors, ce qui se passe, c'est que la situation financière que traverse le Congo depuis 2014 est, à mon humble avis, à la base de ce que nous vivons. C'est-à-dire qu'il y a un problème de couverture à l'international, même que dans certaines banques, je ne fais pas la publicité de certaines sociétés de transfert d'argent, le problème se pose. Je ne vais pas citer leur nom pour ne pas faire leur publicité, mais suivez mon regard. Et c'est le même problème qui se pose en ce qui concerne l'achat des produits pétroliers à l'étranger parce que ça s'achète en devises. Or, une bonne partie de nos devises, nous n'avons pas assez de devises pour pouvoir supporter l'essentiel des opérations à l'international. D'accord, merci beaucoup. Ernest Dimi. Ernest Dimi va revenir sur les interpellations dans la lutte contre les crimes économiques qui se poursuivent au niveau de la Direction générale de la surveillance du territoire. Nous disons c'est une bonne chose
Mais nous regrettons aussi quelques faits et quelques actes de la façon dont cela déjà. Nous avons l'impression que la DST, c'est une administration qui n'a pas la confidentialité. Nous avons l'impression que lors des auditions, c'est toute la ville, c'est tout le Congo, c'est le monde entier qui est devant l'officier de la police judiciaire qui interroge les interpellés. Puisque à la seconde près, on a tout le contenu de ce qui s'est passé et quand vous menez les enquêtes, c'est pratiquement les mêmes choses. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème du secret des enquêtes. Et je crois que ça peut entamer même la crédibilité parce que quand demain officiellement cela ressort, tout le monde était déjà au courant, ça perd même le sens de piquant. Et il faudra donc qu'on mette un peu d'ordre pour que les enquêtes soient réellement secrètes. Sinon, ça va entamer la suite des procédures permettant à ceux qui peuvent être concernés de fuir. Alors là, ça va donc se poursuivre, comme vous le dites si bien. Ouais, ça va pas jusqu'au bout. D'accord, donc on est là à suivre ce qui se passe. Avant, vous allez aussi donc me permettre quand même, il faut qu'on en parle, c'est aussi un sujet d'actualité, vous l'avez suivi certainement en Afrique du Sud. Ça tergiversé finalement, Jacob Zuma a démissionné. Hassen, vous avez suivi, qu'est-ce que ça vous inspire la démission de Jacob Zuma? La démission du président Jacob Zuma, ce n'est pas la première fois en Afrique du Sud. Je crois que Thabo Mbeki a été forcé à la démission. C'est leur style de vie, parce qu'en fait, ce n'est pas seulement d'ailleurs en Afrique du Sud. Nous avons en Corée du Sud, je crois bien, que la présidente de ce pays a été poussée à la sortie à cause des problèmes de corruption. Nous avons, je crois, au Brésil, le président Lula a été forcé à la sortie à cause des problèmes de corruption. Nous avons, je crois, encore, en Argentine. En Argentine, la dame a été poussée à la sortie à cause des problèmes de corruption. Donc, en fait, dans d'autres pays, il y a l'éthique, il y a le respect. Il y a le respect de l'éthique, des valeurs. Et des valeurs économiques, des valeurs sociales. Il y a l'éthique, il y a le respect. Donc on ne peut pas accepter qu'une personne qui assume des hautes fonctions puisse être imbibée dans des affaires de corruption et qui continue de travailler. Et donc cela devrait être un modèle, de telle sorte que dans les pays qui sont comme les nôtres, qu'on puisse arriver finalement à ce respect-là, parce que ce qui se passe dans ces pays, mais quand vous voyez la sortie de Jacob Zuma, l'un des éléments qu'on soulève chaque fois, c'est juste parce qu'il a refait sa maison avec l'argent de contribuables. Combien de personnes au Congo, ministres, directeurs généraux et autres, utilisent l'argent du pays pour en faire leur vie privée? On le voit au vu au sud de tous, mais au lieu que les gens les condamnent, on les applaudit, ils deviennent des chefs dans le cas des rois même. Alors qu'on a mes conscience, chaque individu connaît que ça c'est de l'argent de la corruption. Nous le voyons dans c'est une culture qui fait que c'est une déception. Voilà pourquoi mon souhait que le président de la République, d'ailleurs tu le dis, c'est une question que je vais d'ailleurs avancer, il a annoncé par exemple la lutte contre la corruption lors de son discours dernier discours sur l'état de la nation. L'état de la nation. Mais on ne constate pas quelque chose de positif qui se fait sentir dans le pays en dehors de quelques enquêtes. De quelqu'un vient de parler tout à l'heure. D'accord. Dans notre pays pour que finalement le problème des valeurs, j'allais oublier, le président de l'Assemblée vient aussi de le dire dans son dernier discours à l'ouverture de la dernière, comment on appelle la session ordinaire. Il a parlé de la corruption, il a parlé comment la fondation Mo Ibrahim nous classe, il a parlé comment Transparency International. Parmi les derniers, c'est une honte. D'accord. Mais rien ne se fait au niveau du pays pour que l'on sente que les gens qui dirigent l'administration commencent à avoir peur, crainte et respectent la nation. Voilà, je vais vous arrêter. Alphonse Ndongo, signaler tout de même, quand même, comme vous l'avez souligné, il y a ces enquêtes qui sont nées au niveau de la DST pour, bien évidemment, punir ceux qui ont commis des crimes économiques. Alphonse Ndongo, sur la question, Zuma, ça vous inspire? Zuma, je pense que tout le monde voyait venir un peu la décision de l'ANC qui voulait pousser Zuma vers la porte de sortie, et cela finit par se faire.
Et s'il faut faire une transposition avec notre landerneau politique national, on peut se demander, le PCT qui est affilié, qui a des relations assez étroites, semble-t-il, avec l'ANC, pourquoi est-ce que le PCT aujourd'hui, par exemple dans le cadre des réformes, de la lutte contre la corruption et la concussion engagée par le chef de l'État, on ne sent pas le parti dominant qu'est le PCT monter au créneau pour soutenir l'action du chef de l'État? On ne sent pas le PCT prendre à bras le corps cette question. Et pourtant, on a vu le PCT... Non plus également les partis de l'opposition qui ont toujours, comment dirais-je, dénoncé ces actes, que le président maintenant parle de lutter contre ça, mais elle aussi ne monte pas au créneau. Bon, les partis de l'opposition, vous savez, elles surfent un peu sur ce qui peut les arranger. À un moment donné, les partis de l'opposition ont eu à fustiger la manière dont la gestion publique se faisait. Bon, aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de regarder, est-ce que cette fois-ci sera la bonne opération? Parce qu'on se souvient déjà aussi qu'il y a, par le passé, le président de la République en a parlé, et je me souviens d'ailleurs de certaines personnes qui ont été interpellées et sans que cela aille plus loin. Donc, c'est vrai qu'on joue un peu au jeu du chat et de la souris, mais cette fois-ci, je pense que c'est la vraie et c'est la bonne, puisqu'on voit très bien qu'il y a des gros poissons qui sont interpellés. Et même si les gens me disent encore, non, on voudrait encore voir des poissons plus gros que ceux qu'on a pu pêcher dans les eaux du fleuve Congo, mais c'est déjà quelque chose. Mais ce qui m'étonne, c'est que le PCT, qu'on voit souvent en première ligne dans certains combats politiques, notamment lorsqu'il s'agit du changement de la Constitution ou bien des élections présidentielles, c'est là où vous sentez qu'il y a des gens qui ont de la matière, qui savent haranguer la foule, faire de très bons meetings. Mais là, c'est le moment aujourd'hui d'expliquer au peuple, d'appuyer l'action du chef de l'État et de dire, pourquoi pas, à certains camarades de rendre gorge. Mais bon, pourquoi cela? Je peux bien me poser la question, est-ce qu'un porc peut se vanter de sa graisseur? Je pense que c'est un peu difficile. Ernest Dimi. Bon, moi je crois que le président Zuma n'avait pas d'autre voie de sortie. La première raison pour moi, c'était d'abord l'image du parti. L'image du parti qui va affronter encore les autres candidats de l'opposition l'année prochaine lors des élections présidentielles. Alors, législatives. Oh, lors des élections, voilà, législatives. Avec tous les scandales qui s'accumulent sur la personne, je dis de la personne particulière du président Zuma. Alors, c'était tout à fait difficile que le parti s'en sorte ragaillardi, à défaut de perdre pratiquement les élections. Vous voyez? Parce que vous allez vous rendre compte, quelqu'un a parlé ici de l'éthique. Oui, c'est vrai, en politique, il y a une certaine éthique, même si elle peut faire défaut ou elle ne peut pas être respectée au même degré dans tous les pays, mais il y a une certaine propension qu'il faut regarder, qu'il faut respecter, qu'il faut tenir. Il y a donc l'ANC qui doit se battre contre les autres partis pour ragaillardir son pouvoir et le conserver pendant longtemps. Alors, il était donc tout à fait normal que le président Zuma soit sacrifié parce que mieux vaut soutenir une situation qui concerne la majorité que protéger un seul individu. Et le président Zuma n'a fait pas d'autre choix que de démissionner. Ça, alors, il s'est plaint du parti qui devenait comme au-dessus de la Constitution. Vous appuyerez? Non, mais le parti joue sa survie. Les partis jouent sa survie. Aujourd'hui, prenons l'exemple du Parti congolais du travail. Il voit qu'il y a des cadres qui vont faire que le parti perde le pouvoir. Qui vont faire que demain, alors, le PCT bascule à l'opposition. Alors, si c'est un parti sérieux, non, il va se battre pour que celui qui emmène le pays à la perte. C'est le principe de la Bible. La Bible dit, quand tu vas aller en enfer à cause de ta main gauche, il faut le couper. Voilà. On va maintenant évoquer la situation de la peau. Et nous sommes au ministère de l'Hydrocarbure. Et c'est justement pour parler de cette organisation qui, vous le savez, qui avait eu comme point de départ au Nigeria, mais le Congo est fortement impliqué, étant pays de siège. Et lors de la dernière session de conseil donc, des ministres, une décision est tombée.
on a nommé le ministre chargé des hydrocarbures nigérian de pouvoir amener donc les réformes. Et du coup, le Congo va perdre momentanément le siège parce que il est demandé au personnel qui travaille au niveau donc du siège de pouvoir rejoindre le ministre nigérian donc à Abuja. Est-ce que cela veut dire que le Congo va finalement perdre le siège, d'autant plus que selon nos informations, nos sources, le Congo ne paye pas des cotisations et qu'il y a même un problème du siège dont l'argent serait décaissé mais jamais construit. Monsieur Hassen. Bon, oui, je sais qu'au dernier conseil des ministres qui a eu lieu à Luanda, c'est le docteur Emmanuel Ibé, qui est le ministre des hydrocarbures nigérian, qui a été donc nommé comme président du conseil pour une année, je crois, sur 2 ans. Exactement. Donc, souvent, il y a une rotation. Ça, ce n'est pas parce que ça, c'est une élection, ça se passe comme ça d'après les statuts. Mais le vrai problème, en ce qui concerne la peau, c'est d'abord quels sont les objectifs de la peau. Donc, c'est une structure qui veut développer la collaboration, le partenariat entre les pays producteurs, de telle sorte qu'il y ait un soutien entre eux pour que, sur le marché international, l'Afrique ait sa voix au même titre que l'OPEP, peut-être pas au même titre, mais en essayant de suivre la voie de l'OPEP qui permet de garantir un peu les prix, et ainsi de suite sur le marché, et comment développer un partenariat entre les pays africains pour que réellement l'argent qui sert de pétrole puisse réellement servir au développement des pays. Mais dans la pratique, comme vous le dites, on connaît la réalité de notre pays. Ce n'est pas la première fois qu'on échoue au niveau des institutions internationales. On prend des engagements. Malheureusement, dans le respect des engagements, on a des difficultés à les mettre en œuvre. Et ce n'est pas le seul cas. On en a parlé sur plusieurs organisations internationales dans lesquelles le Congo se trouve. Il y a des difficultés de participation en cotisant, il y a des difficultés de participation en participant même aux réunions pour la plupart des cas. Donc moi, ça ne m'étonne pas que le Congo vive une telle situation. Mais je crois qu'il y a des statuts, il y a des termes. Donc pour le moment, il n'y a pas une décision officielle du conseil d'administration pour délocaliser le siège. Mais c'est une honte. Honte pour le Congo. Par là, pourquoi? Oui. Vous allez chuter par là. Le président de la République, je me rappelle, lors d'une réunion officielle, a présenté la coupole, là où se trouve le PSP, je crois, de la coupole actuellement, comme étant que le Congo a fait à l'époque, c'était APA. Il a fait APA pour construire le siège. Quand c'est comme ça, je crois même que le financement pour la construction du siège émane de pays qui abritent l'institution. On va y revenir sur cette question, mais moi, je suis quand même tenté de poser la question à Alphonse. On voit que depuis 2005, depuis plutôt 2015, aucun ministre, donc le ministre congolais des hydrocarbures, à l'occurrence M. Chikaya, n'a jamais pris part aux assises de la peau, alors que le Congo est pays du siège. Comment vous comprenez? Est-ce que cela n'a pas influencé la décision de Luanda, par exemple? Il peut paraître assez étonnant que le Congo, qui quand même abrite le siège, n'est-ce pas, de la peau, soit lui-même si indifférent à prendre part aux réunions internationales dans le cadre, n'est-ce pas, de cette association. Ça pose un véritable problème. Et aujourd'hui, ce n'est pas absolument parce que le Congo est en état d'assèchement financier que, n'est-ce pas, l'argent n'est pas arrivé, les frais de cotisation statutaire et tout ce qui va avec. Selon certaines indiscrétions, il me semble quand même que l'argent est bel et bien sorti, n'est-ce pas, du trésor public pour les besoins de la peau. Et malheureusement, cet argent, selon toujours nos informations, n'a pas été utilisé pour les raisons qui ont été à la base de sa sortie au trésor public. On parle d'importantes sommes d'argent évaluées en centaines de millions de francs CFA. Je préfère ne pas donner le chiffre exact parce que je n'ai pas sous mes yeux l'exactitude de tous les chiffres, de tous les mouvements qui ont été... Je veux vous aider là-dessus parce que j'ai quand même une certaine documentation parlant de cette question. Alors, on sait bien que les décaissements donc effectués au trésor sur le compte de APA local, donc inscrit au compte de dépôt sous le numéro tant, je cite pas, des sommes représentant la subvention du Congo aux travaux de construction du siège de l'APA à Brazzaville est payé sous le numéro tant, ça existe. Alors, l'exécution de cette subvention a été réalisée
à 96,12% au 12 mai 2017, soit un montant de 865 millions de francs CFA. L'argent a été bel et bien sorti. Donc, il restait que donc, les décaissements de la somme de 350 millions et tout ça. Donc, en 2017, 865 millions pour la construction du siège dont faisait allusion Hassan tout à l'heure. Portion gardée, effectivement, c'est ces chiffres qui est évoqué. Et si cela est vrai, ça veut dire quand même que c'est assez grave que les gens se soient mis plein les poches sans pour autant, effectivement, jouer le rôle qui est celui du Congo, le rôle de pays moteur, n'est-ce pas, dans cette institution. Cela pose un véritable problème même de l'honorabilité du Congo, de l'image du Congo qui me semble un peu ternie. Je ne sais pas très bien. Je croyais selon certaines informations, que le ministre en charge de très pertinent, quelqu'un qui a fait carrière dans une très grande compagnie de pétrolière de renommée internationale. Et on sait aussi que le ministre est quand même le fils biologique de quelqu'un qui a eu une très grande estime politique, quelqu'un qui n'a pas traîné trop de casseroles, n'est-ce pas, sur le plan politique. Et on se serait attendu à ce que ce soit quand même, à mon humble avis, un élément parmi les jeunes qui peuvent quand même prouver à la nouvelle génération, pourquoi pas à l'ancienne, qu'il y a encore des cadres de rectitude morale dans ce pays. Bon, malheureusement, selon ce que nous apprenons, et ce qui peut m'amener à est-ce que le RDPS, en opération de charme, qui veut certainement couvrir, guillemets, serait aller au trésor pour sortir de l'argent au nom de la peau. Et aujourd'hui, on constate que, bon, quand vous allez là où justement, on voit qu'il n'y a... Alors, Ernest, quand le président de la République, en décembre 2017, évoque toutes ces questions de la tendance à la gabegie financière, et que nous sommes en 2018, au mois de février, on apprend ces genres de choses que une organisation internationale dont le Congo est membre, l'argent décaissé au niveau du Trésor, qui n'arrive jamais à destination, et dans un ministère comme le ministère du hydrocarbures, et dans une question de souveraineté, parce que s'il s'agit bien du pays, comment vous accueillez un peu cette nouvelle, si vous vous référez au dernier message du président de la République? Bon, comment Ernest Djimi accueille cela si on se réfère au message du président? Moi, je vous ai dit ici qu'on a l'impression de démons dans une seule partie du pays et qu'on a des saints dans d'autres. C'est les interpellations que nous faisons à M. Lamir Ngele, qui est le président de la Commission nationale de lutte contre la corruption, d'étendre ces enquêtes dans toutes les administrations publiques. Vous voyez, on parle d'une histoire qui a un impact continental. Au besoin international, il s'agit du pétrole. Et que le Congo, qui a une grande responsabilité d'abriter, donc de construire le siège, alors décaisse quand même de l'argent de son trésor public, donc l'argent des citoyens qui est décaissé, et que entre les trésors et le ministère des hydrocarbures, on ne sait pas si ça a disparu à ce niveau ou bien si ça a disparu dans le ministère. Voilà pourquoi j'ai dit, je me rappelle, on nous avait dit qu'il y a 16 administrations de contrôle de l'action gouvernementale dans ce pays. Alors, si Lamir Ngele traîne les pas avec sa commission, mais d'autres institutions peuvent prendre le relais. Moi, je crois que c'est même une honte. C'est-à-dire, ça ne donne pas le sens exact de ce que je vais dire. Vous comprenez un peu. C'est-à-dire, le scandale est tellement grand qu'il faut que les Congolais comprennent que leur argent a disparu en termes de centaines de millions qui devraient être destinés à la construction du siège d'une association des pays producteurs de pétrole au niveau de l'Afrique, et le Congo abrite les sièges. Alors aujourd'hui, quand on dit non, mais le Nigeria, momentanément, non, ça c'est la diplomatie. C'est la diplomatie. Voilà pour l'indélicatesse peut-être d'un individu ou d'un groupe d'individus, puisqu'il s'agit du ministère des hydrocarbures qui aurait pris de l'argent au trésor. Alors, voilà que pour l'indélicatesse présumée, démontrée par les tribunaux, voilà. Alors, pour cette indélicatesse présumée, alors tous les pays et tous les continents, donc le monde entier,
va en pâtir? Non. Et j'ai toujours dit qu'il y a des combats dans les Sungesso, c'est retrouvé. Parce qu'il n'y a pas de répondant de la part de ceux qui sont à l'exécution de ces mesures. Voilà pourquoi j'ai dit dans la lutte contre la corruption, on a un mouvement général d'accompagnement. Alors, ceux qui devraient accompagner, pour la plupart, c'est des gens qu'on soupçonne. Est-ce que cette lutte-là, le président l'amènera jusqu'à son terme? C'était la question que je m'étais posée au départ. Ou bien il aura tellement la pression, il se sentira tellement isolé, tant le mal est grand, peut-être parmi ceux qui devraient être à l'œuvre, qui seront obligés de stopper. Mais il a bien intérêt à chercher les Congolais capables d'aller avec lui jusqu'au bout, parce que le mal est profond. Mais il a bien intérêt d'aller jusqu'au bout. Capable d'aller avec lui jusqu'au bout, parce que le mal est profond. D'accord. Alors, on parle également de détournement des fonds destinés à la formation, conformément à l'accord de partage de produits pétroliers, et selon le code d'ailleurs des hydrocarbures de notre pays, et qui a bien des fonds destinés à la formation, mais au niveau du ministère, personne n'en bénéficie. Hassen, cette situation, comment vous l'interprétez? Bon, en ce qui concerne les frais de formation, en fait, comme tu l'as dit, c'est inscrit dans le cadre des contrats de partage de production où les sociétés remettent soit directement au ministère des Finances et plutôt des hydrocarbures, soit directement aux structures qui sont chargées de la formation, ils payent directement. Bon, juridiquement, contextuellement, c'est au ministère des hydrocarbures que cet argent revient. Donc nos tests ne disent pas que l'argent doit être versé au trésor public. Donc de droit, ce n'est pas un problème si le ministère des hydrocarbures reçoit cet argent. Tout le problème se pose sur l'utilisation. Vous savez, le grand problème de la formation des cadres dans le pays, c'est un problème récurrent. On sait très bien que les Congolais ne sont pas recyclés, les Congolais ne bénéficient pas des formations. Est-ce que c'est parce qu'ils n'en demandent pas? Parce que pour ce genre de formation, ce n'est pas le ministère directement qui envoie. En principe, les cadres doivent s'inscrire dans des écoles internationales et c'est comme sous forme de bourse que cet argent soutient, soit directement la société paye là où le cadre s'est inscrit, soit c'est le ministère lui-même qui prend en charge. Donc à ce moment-là, c'est le ministère qui reçoit des fonds. Est-ce que on a fait l'évaluation avant de dire que l'argent est détourné? Il faut qu'il y ait l'audit ou bien le point pour démontrer que sur le plan des frais de formation, l'argent a été détourné, parce que si au final l'argent n'est pas utilisé pour les formations, ça veut dire que l'argent est détourné. J'arrive. Le problème aujourd'hui, c'est que je sais que nous avons chaque année 1 milliard, environ 1 milliard à 1 milliard 200 qui sont versés dans les entreprises dans le cadre des formations, et de 2010 à 2015, ça a fait 6 milliards 709 millions de francs CFA qui ont été versés par les entreprises pour les frais de formation. Le problème aujourd'hui, c'est que j'aime souvent dire les choses de façon claire. Quel est le ministère qui renvoie l'argent au trésor public une fois que ça n'a pas été utilisé? Donc, Jean-Marc Tchikaya sera, s'il a agi en utilisant cet argent, il aura fait comme les autres ministres. Les autres ministres, d'accord. Alors, on va parler de cette question a tellement fait de boule de neige. Il y en a eu de gens qui en sont victimes. Ici, selon toujours nos enquêtes, on a compris qu'il y avait quand même une goutte d'eau d'un jeune Congolais qui a voulu mettre à la place publique cette question de détournement. Il était nommé par le ministre, donc vice-président de l'APO. Voilà, il a été éjecté pour avoir mis toutes ces questions qui, selon lui, n'étaient pas dans le sens de pouvoir consolider ou fait fortifier l'action de l'APO au président de la République. Il a été limogé sans autre forme de procédure. Et curieusement, sa femme aussi en a subi la même chose. Ça veut dire que le ministre est tellement touché par la question qu'il agit comme ça. Un proverbe français dit « il n'y a pas de fumée sans feu ». On peut bien se poser la question, puisqu'il s'agit de Tchikaya. Un certain Tchikaya, qui était vice-président de l'APO avant qu'il ne soit défenestré par le ministre. Il a mis certainement le couteau dans la plaie en adressant un courrier au chef de l'État pour lui donner quelques informations sur
tous ces scandales à répétition. Arsène a parlé de frais de formation, mais avant cela, il y a les frais destinés à la construction du siège de la POU à Brazzaville. Donc, et les cotisations statutaires, et même le fait que le ministre lui-même ne prenne pas part aux réunions internationales, notamment celles qui viennent de se dérouler à Luanda, ce qui est quand même assez pathétique lorsqu'on sait que le Congo a toujours brillé par une diplomatie assez active au niveau de certaines associations régionales ou sous-régionales au niveau africain. Donc, alors, il me semble que le ministre, qui donc a été saisi, alerté par ces réseaux, que bon, il y a un de tes collaborateurs, notamment un frère du coin, qui a adressé un courrier assez salé voilà, au chef de l'État. Tout de suite, le ministre a piqué un soleil et a décidé de le défenestrer de son poste. Mais alors, ça peut paraître assez curieux, puisque quelques jours après, selon nos informations, c'est au tour de l'épouse de monsieur Chikaya, voilà, de subir aussi, n'est-ce pas, la foudre hystérique du ministre qui n'a pas du tout, qui n'apprécie pas du tout que ce qu'a fait son collaborateur. C'est au-delà d'un pied de nez, c'est plus qu'une trahison. Selon les milieux, dans les milieux, n'est-ce pas, du parti RDPS, puisqu'il semble que le ministre même est un peu cintré par quelques collaborateurs qui sont pour certains des membres très influents de son parti. Donc ça pose quand même un véritable problème. Moi, je suis d'autant plus gêné parce que le ministre Chikaya, je me souviens avoir souvent eu des correspondances, quelqu'un de très cool, hein, de très branché dans les réseaux sociaux, avec lequel on peut discuter franchement. Et je pouvais, à mon humble avis, lui donner le cœur de Saint-Paul en me disant c'est quelqu'un de très honnête. Je me disais qu'il emboîtait le pas à son père dans la façon dont son père a pu être, n'est-ce pas, dans le landerneau politique national. Mais cela me surprend quelque peu que ça vienne de lui, qu'il soit tout de suite quelqu'un de revanchard qui demande à son collaborateur de partir parce que ce qu'il a fait est considéré comme une trahison, qui s'en prend à son épouse, qui semble-t-il même ne veut pas voir un collaborateur qui est resté en poste actuellement prendre langue ou être même proche de M. Chikaya. Pour moi, c'est au-delà. Bon, ça peut paraître, c'est comme un épiphénomène, mais j'en viens à me poser la question, à quel genre de cadre, surtout de la nouvelle génération, avons-nous affaire? Parce que moi, je pouvais dire, bon, il y a des jeunes qui me paraissent pas assez matures, qui sont là dans le gouvernement, mais moi, je pouvais parier sur la Bible en disant, Jean-Marc, c'est quelqu'un de très sérieux. Je ne le condamne pas encore dès lors qu'il n'y a pas encore eu, n'est-ce pas, un audit mené par une expertise elle-même tout à fait qui se met en lévitation par rapport à toute considération politique ou ceci. Attendons voir, mais je peux quand même me poser des questions parce que tout de suite, il a pris la décision de défenestrer son collaborateur. Oui, ça peut arriver lorsqu'on n'est pas content, même lorsque vous n'êtes pas content de votre frère cadet, on peut être amené à prendre des décisions un peu tout à fait à la va-vite, mais jusqu'à son épouse. Ça pose des questions. Alors, merci beaucoup, Nongo, mais nous espérons que la justice, parce que c'est maintenant la mode, hein, le procureur peut quand même s'en saisir parce que au-delà de nos mots, il y a quand même de la traçabilité des documents qui existent pour, évidemment, qu'il y ait une enquête là-dessus pour que nous puissions connaître la lumière. Mais selon, je veux revenir à vous, selon vous, Ernest, on peut se dire aussi que le ministre serait peut-être fait l'objet d'une cabale. Est-ce que cela on ne voit pas derrière ça quand même une cabale? Il faut éviter de prendre les Congolais comme des petits-enfants qui ne comprennent rien. Tu sais, chez nous, la pratique, c'est quoi? Quand vous frappez fort, tu présentes l'émission, ici, ça fait longtemps. Tu sais ce qu'on dit de toi. Donc, les gens dansent, les thèmes débattus ici, ne les arrangent pas. Tel que nous abordons ce sujet, qu'est-ce qu'on ne dira pas dans les milieux qui sont pro-Chikaya? Voilà, non. Il ne faut pas tomber dans le piège des politiciens. Parce que quand vous frappez là où ça ne les arrange pas, pour que le peuple comprenne, les citoyens comprennent qu'il y a quelque chose qui cloche dans ces départements. Ah non, vous savez, Dimi,
voilà, il a toujours été contre moi, alors que vous ne connaissez même pas la personne physiquement, mais vous avez quand même des éléments sur cette administration qui tendent à rendre suspect quand même les gestionnaires de cette structure. Non, moi je crois que parler en termes de cabale, de la même façon que nous parlons de la présomption d'innocence, mais je crois qu'il n'y a aucun élément qui parle en termes de cabale parce que nous avons des documents qui attestent que l'argent est parti du trésor. Voilà, des centaines de millions sont partis. Qui attestent qu'en dehors de l'argent destiné à la construction du siège de l'association des pays producteurs de pétrole en Afrique, l'APO, aujourd'hui APO, l'organisation, alors, pour la construction du siège, pour les cotisations et pour d'autres dépenses statutaires, l'argent était bel et bien décaissé par les trésors. Mais qui récupère cet argent au trésor? Quelle administration? C'est le ministère des hydrocarbures. Mais qu'a-t-on fait de cet argent? Et de quelle cabale parlez-vous si réellement l'argent est parti du trésor? Non. Moi, je crois, je le dis ici, que le président Lamine Nguélé a du pain sur la planche. Il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. De la même façon qu'il a fait la pression sur le ministère de la Santé, par exemple. Aujourd'hui, avec des gens écroués, certains encore en audition à la direction générale de la sécurité, il devra le faire sur tous les autres départements ministériels. Pourquoi diable n'ouvre-t-il pas aujourd'hui une enquête sur la direction qui aurait pris cet argent destiné à la construction? Les 800 et quelques millions, c'est beaucoup d'argent. C'est énorme. Voilà, l'administration a connu le ministère des hydrocarbures. Il faut ouvrir une enquête. Va vraiment bien nous écouter. On va vous dire réagir avant que oui, vous terminiez ce dossier pour parler de... Je voudrais quand même ajouter quelque chose lorsqu'on parle de la lutte contre la corruption et ainsi de suite, parce qu'il s'agit contre les crimes économiques, enfin la délinquance financière. Il y a un problème que tout le monde feint d'oublier, c'est qu'il faut avoir de l'expertise aussi, ceux qui se saisissent du dossier au niveau de la DGST ou bien même du parquet. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons des magistrats qui ont été formés dans les questions, dans le tracking des questions financières. Parce que c'est par exemple le cas des dossiers comme sur le pétrole, c'est des dossiers, si vous n'avez pas l'expertise nécessaire, vous vous faites flouer par quelqu'un qui est plus intelligent que vous, même si évidemment on peut faire le tracking de l'argent sorti du trésor jusqu'au ministère des hydrocarbures. Mais j'insiste là-dessus que la lutte contre la délinquance financière, puisque moi c'est de ça qu'il s'agit, devrait absolument amener les autorités à poursuivre, à envoyer des jeunes en formation pour que nous ayons au niveau de l'appareil judiciaire des gens assermentés, des gens qui peuvent bien lire un plan comptable, des gens qui peuvent bien lire un bilan. Il ne s'agit pas des questions purement théoriques, c'est des questions compliquées lorsqu'il s'agit des montages financiers, par exemple, dans le cas du surendettement du Congo. Je ne sais pas, je ne fais pas injure à ceux qui ont en charge la gestion de certains dossiers au niveau du parquet, mais les montages financiers relèvent généralement de l'intelligence des gens plus outillés, et il n'est pas toujours facile, même en France, de débusquer les erreurs. Donc je pense qu'il ne faudrait pas... Il a dit au niveau de la DGST que ce soit souvent des coups de fumée, que ce soit souvent une espèce d'encens qui monte comme ça, des volus d'encens qui montent, et que les gens disent bon voilà, on va suivre. Ce sujet, je vais vous donner la parole pour clôturer. Justement, annoncer également qu'au niveau du ministère, puisque nous avons été là-bas, comprendre que nous faisons vraiment notre travail, donc nous sommes sur terrain. Il y a une mission donc qui va être dirigée par le président Konzo qui se rend dans le pays de l'APO pour expliquer une campagne d'explication. Parce que, bon, selon lui, cette décision peut-être de Luanda serait due à ce que le Congo a demandé d'adhérer à l'OPEP. Peut-être ça va refroidir les autres partenaires. Mais il faut expliquer pour donner une bonne image du pays par rapport à cela. Et voilà, donc ça c'était l'information. C'est donc demain, il sera déjà dans l'avion pour cette campagne. Monsieur Hassen. Bon, en fait, avant d'aborder cette question, je voudrais juste, pour la gouverne des autres, expliquer qu'en fait, sur la question que M. Alphonse venait de soulever concernant la formation et des cadres qui vont s'occuper des dossiers... Ouais, mais je ne souhaiterais pas que vous reveniez là-dessus parce qu'on n'a plus le temps. On va passer à notre deuxième sujet. Proposer cela au gouvernement, de telle sorte qu'il puisse, au niveau de la gendarmerie et de la police, qu'il y ait des équipes spéciales bien formées en la matière pour que
dossiers, qui soit capable de lire les dossiers financiers comme il a dit. Maintenant, ce qui concerne le président qui va de la Pau, je crois, qui Exactement. va voyager à travers les 18 pays. Les 18 pays pour membres. expliquer ce qui se passe. Le problème, ce n'est pas de prendre une fuite à l'avance. Non, je ne pense pas. Ça veut dire que le problème se pose au niveau d'abord du pays. Donc, avant même de faire un tel voyage, le gouvernement devrait prendre la responsabilité de s'acquitter de sa dette. Ça veut dire que certes, nous sommes en retard, nous avons connu des difficultés. On le sait aujourd'hui que le pays a des difficultés financières. Il ne va pas aller dire là-bas que bon voilà, l'argent était sorti du trésor, on a détournement, on recherche. Il dit bon, on a pris du retard, certes, mais on fait un effort de commencer à avancer, ça et là. Et il donne, en ce moment-là, il peut entreprendre son voyage. Or, si déjà, au niveau du pays, on peut dire ça brûle parce qu'ils ne s'accordent pas. Il y a des gens qui sont limogés de leurs fonctions pour avoir. Quand on lit la lettre de celui qui est limogé, ça ressemble au rapport de cette institution adressé au ministre des Hydrocarbures. Donc, le monsieur n'a rien dit d'exceptionnel parce que ce qu'il a dit, ce qui se trouve dans le rapport que le président a dû signer. Mais le fait qu'il a adressé cette note au président de la République, c'est certainement ça qui pose problème. Maintenant, aujourd'hui, il ne peut pas se déplacer pour aller, qu'est-ce qu'il va aller expliquer? Parce que ce rapport, les autres l'ont. Parce qu'ils ne pensent pas que quand il va aller là-bas, les autres n'ont pas l'information sur les détournements des fonds, par exemple, qui étaient destinés à la construction du siège. Les autres, ils pensent que les autres n'ont pas l'information sur l'argent, sur le fonds de l'autre qui était destiné, par exemple, à cette institution. Ah, oui. Ils ont l'information. L'autre élément qui est indispensable, c'est souvent ridicule de vouloir aller se faire blanchir quand la personne auprès de qui tu y vas connaît déjà telle que ça se passe. D'accord, merci. Merci beaucoup. C'est déplacé. Merci beaucoup. Je pense qu'on va y revenir. On a toujours cette question de temps. Mais là, le débat est tellement passionnant, on en reviendra. Ça fait partie donc des questions dès lors. La lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, tout simplement. On veut bien qu'il y ait la bonne gouvernance. Et c'est d'ailleurs le cheval de bataille du président de la République. Et nous faisons que l'heure elle est. Donc notre travail sur ce qui devrait être fait. On va passer à notre deuxième sujet, on se retrouve tout de suite. De retour sur ce plateau, on va parler très rapidement, mais tout en vous promettant qu'on va y revenir, de la société STPU. Vous le savez, vous avez l'habitude de prendre ces bus mal à l'aise? Est-ce que vous avez remarqué, ce n'est plus visible? Non, ce n'est plus visible. Alors, ce n'est plus visible, ça vous arrange? Ça ne peut pas m'arranger en tant que citoyen, vous voyez, avec tous les problèmes de transport que nous avons dans notre pays. Alors, avoir une société de l'État qui vous permet d'aller, par exemple, de Kintélé jusqu'au CCF, c'était vraiment une action sociale d'envergure qu'il fallait pérenniser dans les temps. Mais quand chez nous, on sait commencer les choses et toujours pour s'arrêter en route. Ça ne m'étonne pas. Est-ce que cela n'est pas, il n'y a pas quand même, là je pose la question à Alphonse Ndongo, un péché originel? Une société dans un pays ne se crée pas sur une note de service, alors que cette société a été créée sur la base d'une note de service. Comment vous comprenez? Cet aspect tout à fait juridique, je pense qu'il y a même un problème. Il y a des bases qui n'ont pas été, à mon humble avis, posées dès le départ. Vous savez, moi j'étais de ceux qui pensaient que c'est une société qui est déjà morte avant d'être née. Déjà, la manière dont certaines choses se sont passées, l'expertise qui devait animer la structure, et même, à mon humble avis, Dimi a parlé des trajets, oui c'est vrai, on fait du social, mais du point de vue des ratios de rentabilité, je pouvais bien me poser la question, lorsque vous tenez compte de la consommation de gasoil et le rapport du prix, je pense, voilà, des amortissements, et même aussi du partenaire stratégique qui a été choisi, une société indienne, il devait se poser forcément des problèmes. Donc je pense qu'il y a même eu un mauvais montage du dossier. Ceux qui ont piloté ce dossier l'ont mal piloté. Je pense qu'on a voulu, à mon humble avis, bon, c'est vrai que le politique joue son rôle parce que le politique, c'est faire un peu de social, surtout en ce qui concerne nos pays africains. Mais maintenant, du point de vue des ratios de rentabilité, il devait forcément se poser le problème. Et moi, j'étais de ceux qui pensaient qu'on n'a pas des routes comme en Inde, comme en Chine, comme au Brésil, pour avoir des longs bus qui circulent dans la ville. Vous avez vu la difficulté avec laquelle ces bus roulaient. On n'a pas de route on a des routes très étroites. Donc, si les gens avaient vraiment bien ficelé le dossier, je ne suis pas un expert en matière d'économie de transport, mais je pense qu'on aurait pu choisir des bus qui sont de capacité, ce qu'on appelle vulgairement chez nous, quaster. D'accord.
plusieurs. D'accord, mais il y en a déjà plusieurs, ces bus. Qu'à cela ne tienne, le bus, quand même, ça fonctionnait Pointe-Noire-Brazzaville, selon nos informations. Le 6 premiers mois, ils arrivaient à avoir des 8 à 12 millions de francs CFA de recettes par jour, ce qui n'est pas mal. Mais aujourd'hui, selon le ministère, il y a eu arrêt, sans préavis d'ailleurs des travailleurs, pour recadrer l'activité, pour donner ça le cadrage juridique qu'il faut. Donc on a commencé sans tout cela. Mais que devient alors le travailleurs qui ont travaillé pendant 3 ans, qui n'avaient même pas de salaire, qui n'avaient pas de CNSS, pas de salaire, rien que de primes? C'est à vous, Hassan. En fait, ce qu'il faut dire, non, il faut qu'on arrête la pagaille. Il y en a trop dans le pays. On ne va pas continuer de jouer avec les citoyens comme ça. C'est comme ce que M. Alphonse vient de dire. On ne peut pas se lever un jour, on dit on crée une société où l'État met beaucoup d'argent pour faire venir des bus, sans un cadre juridique, et on prend des citoyens par rapport aux relations qu'on a, on les nomme à la direction, sans une protection juridique, sans un cadre qui puisse permettre de garantir la traçabilité sur ce qu'ils vont faire. Et qu'est-ce que vous attendiez que ça produise à la fin? Ce n'est que ce qu'on vit. On pouvait à la rigueur, l'État, certes, pour régler les problèmes sociaux comme le problème du transport, on comprend bien. D'ailleurs, ce n'est même pas un problème social comme on le dit. Ça veut dire que les citoyens ont leur argent, il faut mettre en place des moyens de transport, les gens payent. Ils pouvaient confier la mission, une fois que les bus sont allés, à une société privée qui gère pour le compte de l'État, qui rend compte avec une rentabilité claire, définie, parce qu'il y a une étude de faisabilité certainement qui a dû être faite. Voilà, maintenant moi ma question, vous allez arriver parce qu'on n'a pas le temps, on va aller un peu rapidement. Alors tout cela, c'est vrai, ça n'a pas été fait, mais comment comprenez-vous aujourd'hui que le ministère du portefeuille, qui est le ministère des tutelles, décide comme ça de mettre les Congolais, déjà qui n'avaient pas de salaire ni de couverture sociale, sans travail, et rien n'est prévu sur ça. Justement, on veut recréer une autre société. Selon vous, est-ce logique? Mais est-ce que, depuis quand tu as vu le gouvernement se soucier du problème des citoyens? Vous m'excusez d'être un peu dur avec eux. Donc, on se relève comme ça. Bon, c'est les retraités qui ont travaillé depuis longtemps. Quand ils sortent de la retraite, ils ne peuvent pas toucher leur pension. Et vous voyez aujourd'hui une société qui est créée. Les gens travaillent depuis 3 ans sans qu'ils ne soient enregistrés au niveau de la SNCS. Ils sont là, ils travaillent, il n'y a aucun cadre qui les garantit, ni le ministère du Travail, ni quoi, qui les garantit socialement et juridiquement. Ils sont là, ils travaillent, à la fin on se lève, on dit vous ne travaillez plus, et aucun procès. C'est ça la réalité de notre pays. Donc moi ça ne me surprend pas, mais ça ne doit pas continuer. Il ne faudrait pas que les gens pensent, même si on pense que les procès aujourd'hui c'est sur le détournement des fonds, il y aura des procès sur la responsabilité sociétale. Parce qu'il y a des choses qu'on ne va pas accepter. Alors Ernest Djimi, vous qui êtes quand même fan, excusez-moi de vous le dire, c'est justement ce que je ressens à vous, de Lamine Guélé qui doit aller loin. Est-ce que ça c'est pas aussi une question que Lamine Guélé doit voir des agents qui travaillent là-bas, ce sont des Congolais, 3 ans après. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne sait même pas, ils savent même pas eux comment ils sont. Est-ce que c'est l'arrêt de travail, c'est quoi, congé technique, rien n'est défini, mais ils sont là en attente que le ministère daigne bien programmer la relance. Ce n'est pas une affaire de Lamine Guélé. On a 16 corps de contrôle de l'action publique dans ce pays. Donc chacun devra faire son travail. Mais la STPU ne pouvait pas aller loin dès lors qu'elle était très mal managée par son administrateur, je ne sais pas comment on appelle, les gestionnaires ou quoi comme ça, mais je ne peux pas. Au début, on a eu à faire des émissions ici, avec les premières crises qu'on a eues dans cette société. Est-ce que vous savez, je l'avais reporté un jour dans un numéro du Patriote, un conteneur de pièces de rechange de ces véhicules qui circulaient pour le compte, c'était retrouvé à Kintere, ça appartenait à qui? Est-ce que, c'est qu'après ça, sur la base de ces révélations-là, lesquelles ont mené des enquêtes pour savoir qui avait pris le conteneur de pièces de rechange de ces véhicules, à les cacher à Kintere? Et c'était à partir de qui? Le conteneur est parti de Pointe-Noire à Brazzaville pour le compte de qui? Et selon nos informations, ces conteneurs, ces pièces devraient être liquidées en direction de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez senti le procureur, vous avez senti les institutions de contrôle d'action publique, la police ouvrir des enquêtes sur ça? Ça passe comme une lettre à la poste. Maintenant, concernant la situation
des travailleurs, non. Il faut dire ceci, que les travailleurs et la société et le gouvernement ont travaillé ou ont fonctionné comme fonctionnent des transports en commun chez nous. Je ne dis pas de transport public, en commun. C'est-à-dire, un matin, quelqu'un achète sa voiture, Alphonse Bodimi. Toi, ton petit qui était chez Sergio là, est-ce qu'il a encore une voiture? Non, bon, moi j'ai des taxis ici, donc on voit le petit, il va commencer demain. J'ai déjà fait la facture, j'ai payé l'assurance. C'est comme ça qu'il commence, sans contrat de travail, sans savoir. Et il va partir de la même façon. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a d'abord, une ignorance totale. Qui vient être recruté comme chauffeur ne sait même pas ce qu'il attend de son employé. Il n'a aucun cahier de charge et c'est la même chose. Mais est-ce que vous ne trouvez pas quand même, Nomar, dans un pays où le travail n'est pas quand même facile à trouver, oui. Si quelque chose arrivait comme ça, on ne se pose pas la question. L'essentiel, c'est d'être d'abord. Oui, mais c'est que quand vous le faites, oui, on peut entrer. Mais après, organiser la chose. Moi, la grande honte, c'est quoi? C'est que ça se passe au niveau de la République, au niveau de l'État. Entre citoyens, on comprend, on appelle ça des topos. Mais au niveau de l'État, il n'y a pas de topos. Et puis en plus, lesquels réclament aujourd'hui? Sur quelle base ils ont été recrutés? Moi, j'ai dit, allez faire les enquêtes. Voyez lesquels travaillent là-bas. Vous avez, s'ils sont 100, 80 sortent d'un même milieu. C'est le milieu de qui? Exactement. Voilà, et vous voulez, c'est vrai, c'est des citoyens congolais, mais il faut aussi voir la base. Ils savaient que le truc était mal parti dès le départ, parce que chacun venait derrière le cousin, derrière l'oncle. Et l'administrateur qui avait géré le projet au départ, aujourd'hui, sait de qui il s'agit et peut vous dire de quoi il s'est agi au départ. Donc pour moi, c'est un problème qui est là. Il appartient à l'État de trouver la solution à cette situation. Si c'est pour créer une société nouvelle, oui, alors sur la base d'une certaine étude bien faite, on aura donc à reprendre les cadres qui travaillaient déjà, en organisant des concours, des tests de sélection, uniquement, c'est-à-dire un appel d'offres restreint qui ne concerne que ceux qui étaient déjà dans la structure et c'est eux qui vont prioritairement travailler quand la société va être créée telle que cela est dit ici sur le plateau. Alors, au niveau du ministère, nous sommes rendus pour essayer de prendre, on promet de communiquer incessamment pour la relance de cette société. On va terminer, nous projetant un peu dans l'avenir déjà. Ernest a commencé de parler de ce qu'il faut faire, parce qu'il y a crainte au niveau des agents qu'ils soient laissés pour compte. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'avenir pour que finalement ces genres de choses au Congo n'existent plus? Non, il faut respecter la loi, Sergio. C'est la prête à sourire. Voilà. C'est la prête à sourire, c'est même une blague. Des gens qui ont été au départ, n'est-ce pas, dans la catastrophe que vient de vivre la société, apparemment ce sont eux qui vont donc créer une autre société sur les cendres de l'ancienne. Je crois que ce n'est pas réaliste. Il faut tout simplement que l'État apprenne à savoir qu'on peut céder la gestion de certaines choses au privé qui sont nantis d'une certaine expérience. L'expérience en matière de recrutement par des grands cabinets. On n'a peut-être pas besoin des grands cabinets américains, français. Il y a des expertises locales, donc des gens qui ont fait leur preuve dans certains domaines, qui peuvent vous aider à recruter des gens tout à fait, qui sont rompus à la tâche. Mais est-ce que c'est pas... Quand je vous entends parler, vous n'allez pas nous dire que les gens ou les ministres, parce que là il faut le parler, à l'occurrence, le ministre Ondongo qui a piloté cette entreprise, ne savait pas tout cela. C'est comme si vous allez dire que... Je n'ai rien contre le ministre Ondongo d'ailleurs. Il savait ça. Est-ce que pour vous ça... Mais le problème c'est que, dis-moi, qu'est-ce que le gouvernement, le secteur public a déjà eu à gérer qui a bien marché dans ce pays? Donne-moi un seul exemple. Et donc, vous concluez, ça veut dire... Que ce soit la compagnie aérienne Écart, que ce soit, je ne sais pas... Et vous concluez... portuaire, je ne pense pas que ça marche. D'accord. Je veux votre conclusion sur la question. Ça voudrait dire quoi? Dans un monde qui se globalise, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les partenaires privés. Exactement. L'État aujourd'hui est en train de céder la SNE et la CN2 à des partenaires privés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va terminer avec vous, Hassen, sur cette question, quand même, l'avenir. Parce que tout à l'heure, comme dit monsieur Alphonse, on connaît tout ça, mais depuis tout ce temps-là, si on connaît ça, pourquoi ça marche toujours pas? Pour vous, le déclic serait où? C'est ce que monsieur Alphonse vient de dire. Je pense que le problème, c'est l'irresponsabilité dans la façon de manager les affaires publiques. C'est l'irresponsabilité parce qu'en amont, ils savent bien que ça ne va pas marcher. Mais ce qui les intéresse, ce n'est pas que ça marche, c'est que le deal leur permette d'avoir quelque chose au final. Et dans tous les sens, dans le pays aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Il ne faut pas se leurrer, c'est la vérité. Aujourd'hui,
chaque ministre ou bien chaque responsable à son poste, quand il y a une affaire comme ça, c'est un deal qui va lui permettre de gagner quelque chose. Le reste, ça ne regarde pas. Pourquoi je le dis? Attends, on sait bien que les sociétés de transport, l'expertise dans d'autres pays, quand l'État finance de cette manière-là, on confie la gestion aux gens habitués. Même confier la mission à ceux qui ont déjà les bus qui les gèrent, on les regroupe autour d'une société, on ouvre les actions, une partie du capital à ces privés pour que ça se passe. Même, il a parlé de la SN et autres qui sont privatisées où il faut remettre tout, mais je crains parce que c'est des sociétés anonymes à l'instar de la société, comment on appelle, le centrale électrique du Congo. C'est une société anonyme. Depuis qu'on l'a créée, elle n'a payé aucun dividende à l'État. Est-ce que on ne va pas revivre la même chose parce que le vrai problème c'était au départ faire l'audit, c'est-à-dire qu'on a avancé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi 3 ans après la société s'arrête? Une fois que l'audit est fait, on va découvrir quelles sont les faiblesses, y compris sur le plan technique, comme M. Ndongo vient de le dire. Une fois, oui, M. Ndongo, excusez-moi, vient de le dire. Donc on fait cette expertise, on fait l'évaluation qui va permettre de savoir en amont, en aval, comment les choses vont évoluer. Et c'est le cas de la SNE, la SNDE, on se réveille comme ça, on nous dit, on a dissous la société. Mais on ne présente pas sur la table du gouvernement, voici les problèmes qui se posent, on a fait le dit, par rapport à ça, prenons telle décision. Merci beaucoup, je suis désolé de vous couper, le temps nous fait défaut. On va donc terminer cette émission. Je dis merci à Alphonse Ndongo, merci à Ernest Dimi, merci à M. Hassen, merci à vous également, très chers téléspectateurs. On a parlé donc de 3 sujets, on a parlé de Jacob Zuma qui a démissionné en Afrique du Sud. On a évoqué la situation de l'APO, donc au niveau du ministère des Hydrocarbures, également parlé de la société STPU qui ne marche plus. Et nous espérons que tout ça, et on se donne rendez-vous très prochainement. Donc vous pouvez continuer à réagir à travers nos adresses des réseaux sociaux, nous faire parvenir également vos réactions à travers ces numéros qui s'affichent. Un SMS et puis voilà, donc on continuera donc continuer les débats chez vous et on se retrouve les dimanches prochains avec le même plaisir et le même sens d'y devoir. D'ici là, portez-vous bien.